3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, après ma vidéo sur la loterie il y a quelques semaines et avant de vous présenter le concours avec Slamdeck en fin de vidéo, c'est un nouveau tuto que je vous propose. La Free Agency approche et les règles NBA concernant les signatures des agents libres sont très nombreuses. Entre les notions de contrat max, de contrat supermax, de bird rights, de mid-level exceptions, beaucoup s'y perdent et je le comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces gros mots là, ils dépendent du CBA, le Collective Bargaining Agreement. Encore une expression compliquée, hein. En fait, il s'agit juste d'une convention collective qui légifère le partage de revenus dans la ligue. Elle doit se faire en accord entre les propriétaires et le syndicat des joueurs afin que tout le monde s'y retrouve. Et c'est quand ils arrivent pas à s'entendre qu'il y a des lockouts. Exactement comme en 1999 ou en 2011, ces tristes périodes où les proprios ont empêché tout le monde de jouer afin de faire pression sur les joueurs. Alors pour rédiger un CBA, il faut trouver des consensus, faut faire des sacrifices, faut penser à toutes les situations et essayer d'être juste avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de clauses complexes et plein de conditions qui complexifient tout le système de la Free Agency. Donc je vais enfiler ma casquette de professeur à nouveau aujourd'hui et je vais tenter par ce tuto d'expliquer tout ça. C'est un gros chantier là auquel tu t'attaques quand on voit le nombre de pages qui composent le CBA. Comment tu vas t'y prendre? Je suis conscient que ça va être compliqué, alors je vais essayer de vulgariser tout ça tout en essayant d'être le plus complet possible. Mon tuto se divisera en 5 parties, le salary cap, les free agents, les contrats, les exceptions et le déroulement du marché. J'essaierai de donner un maximum d'exemples pour illustrer, ça simplifie toujours tous les exemples. Mais malgré tout ça, j'avoue, je sais pas trop dans quoi je me lance et je pense que ça va être difficile d'être clair et concis. Cette vidéo risque d'être la plus longue de l'histoire de ma chaîne et malgré ça, je sens que je vais rester sur ma faim parce que je pourrais pas aborder autant d'anecdotes que ce que j'aimerais faire. Du coup, j'arrête tout de suite de perdre du temps et on commence dès la fin du générique. Comme je vous l'ai dit, pour commencer, il faut que je vous explique ce que c'est le salary cap. Ça représente la base des signatures lors de la Free Agency et c'est mon premier chapitre incontournable du jour. Vous êtes prêts? Le salary cap, mais qu'est-ce que c'est? Pour commencer, un peu d'histoire. Le salary cap est apparu dans les années 40 dès la première saison de la NBA. Sauf que ça n'avait sûrement pas été suffisamment réfléchi et ça a disparu au bout de même pas un an. Alors c'est bien après, lors du début de la saison 1984-1985, que les prémices du salary cap tel que nous le connaissons aujourd'hui sont apparues dans la grande ligue. Ok, d'accord, mais ça nous dit toujours pas ce que c'est. Dis donc, t'es pressé toi, mais j'y viens. Le salary cap, c'est simple, c'est un plafond salarial. Concrètement, si tu additionnes la somme des salaires d'une équipe, ça te donne une masse salariale. Celle-ci ne peut pas dépasser un certain plafond, et ce plafond, on l'appelle le salary cap. Easy, non? Pour la saison 2019-2020, il est estimé à 109 millions de dollars. Une belle somme pour une seule et même équipe, mais pourquoi ça bouge tout le temps? C'est calculé comment ce salary cap? Je vais essayer de faire bref. Pour commencer, en gros, tu additionnes tous les revenus générés par la ligue la saison précédente, et ça te donne un chiffre, le BRI, B-O-I en anglais. Il se compose majoritairement des droits télé, de la vente des places, mais aussi de la vente du merchandising. Donc avec ça, tu sais exactement combien la ligue a gagné l'année précédente. Mais le but du jeu, c'est de prévoir combien la ligue va gagner l'année suivante. Et je te le dis tout de suite, c'est un revenu en hausse parce que la ligue est en pleine expansion depuis plusieurs années. Oula, je t'avoue que c'est pas très clair pour moi ton BOI. J'avoue, c'est pas simple, alors je donne un exemple avec le salary cap de la saison qui arrive. Disons que la NBA a généré 6,2 milliards de dollars lors de la saison qui vient de s'écouler. C'est le BRI. Moi, je préfère le dire en français. Comme je te le disais, la ligue est en pleine expansion et avec différents calculs, on arrive à estimer que la ligue devrait générer 6,54 milliards la saison prochaine. Jusque là, tu suis? Oui, je suis, mais ça m'explique toujours pas comment le salary cap est calculé. J'y viens, comme tu l'as compris, cette masse de revenus augmente chaque année en NBA. Ce serait dommage que seuls les proprios en profitent. Alors pour simplifier directement, cette masse de revenus, on la divise en deux. La première moitié est répartie entre les propriétaires et la deuxième entre les joueurs. C'est l'un des principes clés du CBA. Donc reprenons notre exemple pour la saison prochaine. Avec un BRI estimé à 6,54 milliards, en divisant par deux, on voit qu'il reste 3,27 milliards à distribuer aux propriétaires et tout autant à distribuer aux joueurs. Maintenant tu sais qu'en NBA il y a 30 équipes. Tu divises donc tes 3,27 milliards par 30 et tu arrives à un total de 109 millions. Cela représente la somme maximale théorique que les équipes pourront reverser à leur effectif. Donc en fait, une équipe qui vend plein de produits dérivés n'aura pas plus d'argent à dépenser qu'une équipe qui n'en vend pas. T'as compris le système, la NBA est une ligue privée et le revenu généré par le merchandising ne rentre pas dans les poches des équipes mais dans celles de la ligue. Et ensuite elle est redistribuée équitablement entre les 30 équipes. C'est un truc qui fait une grosse différence par rapport à l'Europe
Europe. Ça peut paraître injuste au départ, mais en fait pour moi c'est tout le contraire. C'est des malins en NBA. Pour que la ligue soit bankable et génère un maximum de business, il faut qu'elle soit un maximum compétitive. Moins il y aura d'écart entre le niveau des équipes et plus ça attirera de monde, logique. Alors plutôt que d'avoir une équipe qui peut dépenser 250 millions de dollars parce qu'elle vend plein de maillots et une autre qui peut dépenser que 30 millions parce qu'elle vend presque rien, on a légiféré tout ça. La théorie du cap fait que chaque équipe en NBA a autant d'argent à dépenser et c'est bien mieux pour le business. C'est dans ce souci d'équilibrer la ligue qu'a été créée la draft aussi, c'est ça? Ouais, je vois que tu suis, j'en parle un peu dans mon premier tuto, mais revenons au salary cap. En théorie, vu ce que je viens d'expliquer, impossible pour qui que ce soit de le dépasser. C'est ce qu'explique le règlement d'autres grandes ligues américaines comme en NFL par exemple. On appelle ça un hard cap. Sauf qu'en NBA, les choses ne sont pas aussi strictes car on a affaire à ce qu'on appelle un soft cap. Encore des mots compliqués, mais vous inquiétez pas, ça veut juste dire que le plafond peut être dépassé sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle les exceptions la plupart du temps. Mais attention, il y a aussi des sanctions mises en place si on dépasse la limite de façon trop importante et encore plus si on le fait régulièrement. Et c'est de ça que je vais parler tout de suite. C'est ce qu'on appelle la luxury tax. Et ouais, t'en connais du vocabulaire. Alors on résume, on a un cap à 109 millions, on peut le dépasser grâce à certaines exceptions, mais faut pas non plus en abuser. Alors ce qu'il faut savoir sur la luxury tax, c'est que si la masse salariale d'une équipe dépasse les 132 millions pour la saison 2019-2020 parce qu'elle abuse des exceptions, elle se verra sanctionnée et devra payer des amendes. Plus on dépasse cette limite et plus on paye fort. Pour faire simple, si un propriétaire dépasse cette limite de moins de 5 millions et que c'est la première fois que ça lui arrive, il se verra obligé de payer une taxe. Elle correspondra dans ce cas-là à une amende d'1,5$ par dollar dépensé au-dessus du seuil. C'est le minimum parce que s'il dépasse cette barre de plus de 20 millions et qu'en plus il est récidiviste, ce taux devient exponentiel et peut très vite exploser. Je vous mets le tableau correspondant à cette échelle et je vous donne un exemple. Ma masse salariale est équivalente à 147 millions. Je dépasse donc le seuil de la luxury tax de 15 millions. En plus de ça, ça fait 3 fois en 4 ans que je dépasse ce seuil. Je suis donc considéré par la NBA comme un repeater, un récidiviste quoi. Alors je me situe dans la colonne de droite. Et si vous regardez mon tableau, vous voyez que l'augmentation de cette taxe, comme je le disais, peut flamber par son côté exponentiel. Dans mon cas, avec mes 15 millions au-dessus du seuil autorisé, je dois payer 43,75 millions d'amendes en plus de mes salaires, ce qui est déjà assez énorme vu que ça correspond à peu de choses près à la dernière année d'un contrat max. Mais regardez en bas du tableau, ça peut monter beaucoup plus haut. Vous comprendrez donc pourquoi une majorité de proprios préfèrent éviter de payer cette luxury tax qui peut, par son côté exponentiel, vite devenir très coûteuse. Bah, il suffit de licencier des joueurs pour faire baisser la masse salariale, non? Et non, ce serait trop simple. En NBA, si tu cuts un joueur, son argent lui est dû et son salaire compte dans la masse salariale jusqu'à la fin de son contrat. Prends Liu Holding par exemple. Il a été coupé par les Lakers alors qu'il lui restait 2 ans dans son contrat. Et même s'il n'était plus dans l'effectif, son salaire a compté dans la masse salariale jusqu'à la fin de la saison qui vient de s'écouler. On appelle ça la dead money. Du coup, c'est pas forcément valable de couper ses joueurs et tant mieux. Je trouve que ça évite les abus et les limogeages excessifs comme il peut y avoir en NFL. Alors pour résumer, c'est simple, en NBA, il y a certaines exceptions qui permettent de dépasser le salary cap, mais faut pas en abuser sous peine de payer de très lourdes amendes. Je crois que j'ai compris l'idée et j'imagine que les propriétaires regardent cette luxury tax de très près vu combien ça coûte. Certains oui, mais il y en a d'autres qui ont tendance à dépenser sans compter. C'est pour ça que la luxury tax est devenue bien plus sévère avec le dernier CBA. Mais je crois qu'on a fait le tour à peu près à ce sujet et on enchaîne sur la deuxième partie de notre vidéo. Mais qui sont ces fameux free agents? Bon, comme tu l'as compris, il y a des lois en NBA. Elles permettent de garantir un certain niveau de compétitivité tout en faisant en sorte que les joueurs ne se fassent pas léser. Et pour appuyer ça, tu peux imaginer que les contrats qu'ils signent sont extrêmement réglementés eux aussi. Alors première chose, logique, pour paraffer un contrat, il faut être free agent et donc a priori libéré de toutes ses obligations. Il suffit d'attendre que la durée du contrat s'écoule quoi. Ça peut, mais ce n'est pas toujours si simple car certains joueurs ont ce qu'on appelle des options dans leur contrat. Et ces options, il y en a deux types. Le premier, c'est la team option. Dans ce cas-là, c'est l'équipe qui a les choses en main. En fait, c'est facile. Avant la free agency, il y a une date butoir. Si l'équipe active la team option avant ce moment, le joueur reste. Si elle la décline, il devient libre et peut participer à la free agency. Prenons l'exemple de Jabari Parker. Il a une team option pour la saison prochaine à 20 millions avec les Wizards. Et bien, dans cette situation, c'est Washington qui va décider d'activer cette option et de le payer au salaire prévu, ou bien de la décliner et de le laisser libre. Ça ne les empêchera pas de lui faire une offre ensuite, ceci dit, mais ils seront en concurrence avec toutes les autres équipes plutôt que de s'assurer de sa présence. Je vois, ça donne le pouvoir aux équipes et ça leur donne l'occasion d'éviter d'avoir un boulet à se traîner pendant plusieurs années parfois. D'autres options de ce type? Yep, les player options qui sont complètement l'inverse des team options car dans ces situations-là, ce sont les joueurs qui ont le pouvoir. Donnons des exemples encore. Kyrie Irving aurait pu continuer à Boston pour un salaire prévu à un peu plus de 21 millions la saison prochaine. Il a décidé de ne pas le faire afin de devenir free agent et de tester le marché. Ça paraît plutôt logique, il pourrait toucher davantage en signant un nouveau contrat. Boston peut donc toujours lui faire une offre supérieure à ses 21 millions pour le convaincre, mais ils ne seront pas les seuls sur le coup. Cas inverse, celui de Kevin Durant. Il bénéficie d'une player option à 31,5 millions pour la saison prochaine. Sa rupture du tendon d'Achille pourrait refroidir certaines équipes de lui offrir plus de 30 millions, et même si je n'y crois pas trop, ce ne serait pas forcément un mauvais move de s'assurer
une saison de plus aux Warriors en empochant la somme prévue pour un an. Ça lui laisserait le temps de se remettre pour par la suite signer un contrat énorme en 2020. Ouais, c'est un jeu d'échecs on dirait. En gros, un joueur ne peut pas être agent libre si son équipe active sa team option ou si lui active sa player option. J'ai juste... Oui, enfin, il n'y a pas non plus des options dans tous les contrats. Si je veux être complet, il faut que je rajoute qu'il y a aussi des contrats non garantis, ou plutôt des contrats garantis partiellement. Dans cette situation, au bout d'une certaine date fixée en amont, une équipe peut couper un joueur sans que son salaire compte dans la masse salariale. Ça se fait souvent au moment des training camps par exemple. Ça permet aux équipes de tester une tonne de joueurs sans forcément plomber leur salary cap. Et ensuite, bien sûr, si les joueurs font l'affaire et ne se font pas couper avant la date butoir, leur contrat devient garanti. C'est un peu comme des contrats test. Si tu veux, oui, mais c'est pas le truc le plus important. C'est pour ça que maintenant, je vais aborder les agents libres restreints et non restreints. Pour moi, c'est nécessaire de bien comprendre ça, alors je vais essayer d'expliquer simplement. Cette réglementation s'applique aux joueurs qui sortent de leur contrat rookie et qui n'ont pas signé de prolongation à l'issue de leur 4e année. Je m'explique, je suis drafté au premier tour et mon équipe me prolonge pour une 3e et pour une 4e année grâce à ses team options. Maintenant, je me retrouve free agent. C'est pas le cas de tous les joueurs, car certains, comme Joel Embiid, ont signé une prolongation au début de leur 4e année. Pour le pivot des Sixers, elle représentait 148 millions sur 5 ans et prenait effet dès le début de sa 5e année. Donc en fait, pour résumer, Joel Embiid ne sera free agent pour la première fois qu'au bout de 9 ans en NBA. Ça commence à faire une belle durée des prolongations comme ça et tu comprends que ça puisse pas être donné à tout le monde. Alors on va prendre Terry Rozier qui lui n'a pas été prolongé et correspond tout à fait à notre situation. Parce que ouais, il y a de grandes chances qu'il soit agent libre restreint cet été. Et c'est le moment d'expliquer ce que c'est. À ce jour, Scary Terry arrive à la fin de sa 4e année de contrat. Aucune prolongation à long terme n'a été signée, comme je le disais. Boston peut maintenant lui faire une offre d'1 an correspondant à un montant fixé par l'échelle de son contrat rookie. On appelle ça une qualifying offer. Elle correspond pour Rozier à une 5e année à 4,29 millions de dollars. Le joueur n'est pas obligé de l'accepter tout de suite, surtout s'il peut espérer toucher plus. Il devient alors ce qu'on appelle un agent libre restreint. Dans ce cas-là, toutes les équipes peuvent lui faire des offres, mais les Celtics garderont la main mise sur le joueur. Effectivement, si Rozier accepte l'offre d'un concurrent, Boston aura 48 heures pour l'égaler et conserver son joueur selon les termes de l'équipe qui a fait la première offre. Si personne ne lui fait d'offre, il pourra alors retourner à Boston pour une saison à 4,29 millions de dollars selon les termes de la qualifying offer. Un agent libre restreint est donc bien sur le marché, mais n'a pas vraiment le choix de sa destination dans la mesure où son équipe d'origine peut décider de le conserver en s'alignant sur l'offre adverse. Un agent libre non restreint peut lui signer où il veut sans restriction, comme son nom l'indique. Je récapitule, en fonction de l'activation ou non des options, on a deux types d'agents libres. Ceux qui sont restreints et qui peuvent revenir dans leur équipe d'origine si celle-ci s'aligne sur l'offre proposée par un concurrent, et ceux qui sont non restreints et totalement free, c'est ça? Exactement, et à ce stade de la vidéo, on maîtrise le salary cap et on sait exactement quels joueurs peuvent avoir le statut d'agent libre. Alors place désormais à notre troisième partie. Quels sont les différents contrats que peut obtenir un free agent? Faut que je fasse des jingles vraiment plus souvent, j'adore ça. Mercurochrome, le pansement des héros. Bref, vu qu'il y a des règles partout en NBA, il y en a aussi pour les contrats, à vous tu t'en doutais. Et la première notion à connaître, c'est celle de contrat minimum et de contrat maximum. J'en parlais tout à l'heure, pour la saison prochaine, le salary cap sera fixé autour de 109 millions. Ce serait scandaleux si je schématise que dans une équipe, un joueur touche 100 millions et que les autres se partagent le reste. Je vois, finalement, c'est une ligue de gauche la NBA, ils partagent tout. C'est clair, et dans un pays aussi capitaliste que les États-Unis, je trouve ça intéressant. Je commence par les contrats rookies. Quand tu es drafté au premier tour en NBA, il existe une échelle. Plus tu es drafté haut et mieux tu es payé. Les équipes ont alors la possibilité de proposer à leurs rookies un contrat allant de 80 à 120% du montant fixé par cette échelle. Généralement, tous les rookies sont signés à 120%, ça simplifie les choses. En exemple, je prends Zion Williamson, voilà combien il toucherait à 100%. Sa 3e et sa 4e année sont, je le rappelle, des team options, et la 5e année correspond à la qualifying offer qui le rendrait, comme on l'a expliqué plus tôt, agent libre restreint. Ceci dit, il y a fort à parier que s'il atteint le potentiel promis, il signe une prolongation comme Joel Embiid avant même d'avoir à réfléchir à cette qualifying offer. Et pour avoir un point de comparaison, je mets en bas le salaire de Kevin Porter Jr. drafté avec le 30e choix. C'est tout de suite moins avantageux. Et les rookies du second tour, t'en parles pas? Bien vu, il n'y a pas d'échelle pour les rookies du second tour. Les franchises leur proposent ce qu'elles veulent dans les conditions fixées par les contrats minimum et les contrats maximum que l'on abordera ensuite. Autant te dire que pour les rookies du second tour, sauf exception, c'est souvent proche du minimum. Ouais, ça s'entend, et comment ça marche ces contrats minimum? La NBA aime valoriser l'expérience, et ça aussi je trouve ça plutôt logique. Si tu n'as aucune expérience dans la ligue, tu ne peux pas toucher moins de 815 000 $. Si tu as plus de 10 ans d'ancienneté, aucune équipe ne peut te donner moins que 2,3 millions de $. C'est le SMIC de la NBA en fonction de l'expérience, ça c'est bien, ça évite les abus avec les anciens. Oui, et dans l'autre sens, ça marche pareil aussi, il existe des contrats maximum. On entend beaucoup parler d'eux en période de free agency, et là encore la règle est simple. Sauf exception, qu'on abordera plus tard, un joueur de moins de 6 ans d'expérience ne pourra pas signer à plus de 25% du salary cap. Un joueur qui a entre 7 et 9 ans d'expérience ne pourra pas signer à plus de 30% du salary cap, et un joueur qui a plus de 10 ans d'expérience ne pourra pas signer à plus de 35% du salary cap. À chaque fois, je mets la somme correspondante pour la saison à venir en dessous. Et comme vous le voyez, un
contrat max pour un joueur qui a plus de 10 ans d'expérience correspondrait à 38,15 millions pour la première année. Petite chose à savoir aussi, sauf exception, les équipes peuvent proposer, même en cas de contrat max, une augmentation de 5% par an. Donc un contrat max à 35% sans exception se présenterait comme ceci. Première année 38,15 millions, deuxième année 40,06 millions, troisième année 42,06 millions, quatrième année 44,16 millions. Bien sûr, quand on calcule la masse salariale, le salaire pris en compte pour le salary cap est celui de l'année en cours. Ok, je crois que je vois mieux ce que c'est un contrat max, et même si visiblement il y a des exceptions, tu les expliqueras après. Ouais, c'est là que je te parlerai des bird rights et de la designated player exception qui permet d'augmenter la valeur de ces contrats max et même d'en transformer certains en super max. Mais en attendant, tu connais déjà les contrats rookie, les contrats minimum et les contrats maximum. Il ne manque plus que les two-way contracts. Ça, c'est un tout autre type de contrat qui est vachement moins intéressant que le contrat minimum finalement. En fait, une équipe peut maintenant avoir jusqu'à 17 joueurs dans son effectif. 15 qui ont des contrats classiques et 2 qui ont des two-way contracts. Ça correspond à quoi? Ce sont des contrats se situant à cheval entre la ligue de développement, la J-League et la NBA. Ils concernent seulement les joueurs qui ont 3 ans d'expérience max dans la grande ligue. Tu signes pas un two-way contract quand t'es vétéran. Ce type de contrat est souvent utilisé pour des joueurs non draftés ou encore des joueurs draftés au second tour à qui tu veux donner une chance. Le français Jalen Horde, qui n'a pas été sélectionné le soir de la draft, en a d'ailleurs signé un juste après avec Portland. Dans ce type de contrat, en fait, les joueurs sont affiliés à une équipe de G-League et pourront passer jusqu'à 45 jours dans l'équipe NBA dans laquelle ils ont signé. Durant ce laps de temps, ils seront payés au salaire minimum au prorata du temps passé dans l'équipe. Une fois le délai de 45 jours écoulé, l'équipe devra faire un choix, se séparer du joueur ou lui proposer un vrai contrat NBA. Ok, je vois le truc, là encore, ça permet de donner une chance à certains sans trop prendre de risques. Exactement, et le meilleur exemple, c'est Quinn Cook des Warriors. Je rappelle l'histoire, le mec enchaîne des contrats non garantis un peu partout mais ne trouve rien de concret. En 2018, Golden State lui offre alors un two-way contract. Et lorsque Curry se blesse, vu qu'il évolue au même poste, Quick est appelé en NBA. Là, il se montre, il séduit, mais vu que 45 jours ça passe vite, il faut vite faire un choix, prendre une décision, le garder ou s'en séparer. Les Warriors prennent alors une décision, ils décident de couper Omri Caspi pour faire une place à Cook dans le roster et lui obtient un contrat garanti. C'est bien, ça crée de belles histoires ça. Oui, enfin plus pour Cook que pour Caspi pour le coup. Après, j'apporterai une limite quand même parce que je trouve ça dommage que les salaires soient si peu élevés en G-League. Ça oblige à certains de faire de gros sacrifices financiers et familiaux pour espérer un avenir en NBA. Et vu que toutes les histoires ne sont pas aussi belles que celles de Cook, certains se sont pris de grosses claques. Dites-moi, non, mais détendez-vous là. En tout cas, tu connais tous les types de contrats désormais, alors passons au chapitre suivant. Les exceptions qui permettent de dépasser le salary cap. La première, et pas des moindres, vu qu'elle est très régulièrement utilisée, c'est la Larry Bird Exception. Elle permet aux équipes d'avoir un avantage sur leurs concurrents quand il s'agit de prolonger ses joueurs. Et cette exception permet tout simplement de proposer un meilleur contrat que les autres, dans certains cas, quitte même à dépasser le salary cap. Oh, ça a l'air fou ça, et surtout super pratique, tu m'expliques? Alors pour commencer, parlons des Full Bird, car il y a plusieurs types de Bird Exceptions. La Full Bird est celle qui permet le plus d'avantages. Elle s'applique pour les joueurs qui pendant au moins 3 saisons n'ont pas changé d'équipe via la Free Agency. Elle permet à l'équipe qui possède un Free Agent de lui proposer un contrat d'une durée max de 5 ans au lieu de 4 et de lui proposer entre chaque année une augmentation de 8% au lieu de 5. Et tout ça même si ça l'a fait exploser le cap. Pas mal non? Exemple avec Jimmy Butler. Même s'il est arrivé en cours de saison dernière à Philadelphie, il dispose de ses Full Birds car la dernière fois qu'il a été Free Agent remonte à 2015. Les Sixers pourraient donc lui proposer 191,84 millions sur 5 ans alors que les autres teams ne peuvent pas lui proposer plus de 140,94 millions sur 4 ans. Comme quoi, les Full Bird Rights, c'est cool. Et même s'il faut faire gaffe à la luxury tax, ça permet à la fois de proposer plus que les autres tout en faisant flamber le salary cap. Ok pour la Full Bird, c'est quoi les autres types d'exceptions Larry Bird? Il y en a 2 autres et enchaînons par les Early Bird Rights. Ceux-ci peuvent s'appliquer pour un joueur qui est resté 2 ans dans une équipe. Alors lui, on pourra lui proposer un salaire correspondant à 175% du cap ou équivalent à 104,5% du salaire moyen de la ligue selon ce qui est le plus avantageux. La durée sera de 2 à 4 ans et l'augmentation max entre chaque année sera de 8% au lieu de 5. Alors c'est un avantage, c'est sûr, mais moins que la Full Bird. Prenons l'exemple de Rudy Gay. Ayant signé il y a 2 ans en tant que free agent à San Antonio, il dispose de ses Early Bird Rights. Les Spurs peuvent donc lui proposer un salaire correspondant à 175% de son salaire actuel de 10 millions pour une durée de 2 à 4 ans. Voilà donc ce que Gay pourrait toucher au maximum à San Antonio, ça fait 54,5 millions sur 4 ans. Même s'il semble peu probable que le joueur touche autant sur une telle durée, les Spurs peuvent en tout cas faire cette offre tout à fait légalement à Rudy Gay sans avoir à se soucier du cap. Enfin, parlons des Non-Bird Rights, qui malgré leur nom présentent quand même un petit avantage même s'il est plus faible que celui des autres. Ils s'appliquent aux joueurs qui n'ont passé qu'un an dans une équipe. Ils permettent à une équipe de proposer un contrat allant jusqu'à 120% du salaire précédent pour une durée maximum de 4 ans avec une augmentation de 5% entre chaque année. Et encore une fois, bien sûr, tout ça même si l'équipe dépasse le cap avec cette exception. Par exemple, hors situation particulière avec d'autres exceptions qu'on évoquera ensuite, aucune équipe au-dessus du cap ne pourra proposer plus que le minimum à Cousins l'an prochain. Sauf les Warriors qui possèdent actuellement le joueur. Même s'ils sont bien au-dessus du cap, ils pourront lui proposer un contrat
contrat de 24,15 millions sur 4 ans. Bon après, le mec pourrait toucher bien mieux vu son niveau de jeu habituel. Il y a fort à parier qu'il signe un contrat bien plus court, mais c'est pour l'exemple. Bon, t'as été bien précis là, et si je résume, en gros, plus un joueur a passé de temps sans changer d'équipe via la free agency, plus t'as de chances de le prolonger. Mais attends, j'ai une question. En gros, j'ai 2 joueurs qui ont leur full bird rights, et donc si j'ai bien compris, je peux les prolonger au max, quelle que soit ma situation salariale. Disons qu'avant de faire ça, ma masse salariale est de 70 millions, j'ai donc de la place sous le cap. J'ai donc tout intérêt à profiter de mon cap space pour signer des free agents qui viennent d'ailleurs alors. Et puis ensuite, je ferai exploser le cap en utilisant mes bird rights pour prolonger les autres. C'est facile en fait. T'es un petit malin toi, mais c'est pas si simple, la NBA a pensé à tout. Quand un joueur a ses bird rights, même s'il est free agent, son salaire estimé compte dans la masse salariale pendant l'off-season. On appelle ça le cap hold. Donc si une équipe veut utiliser sa marge salariale potentiellement disponible pour signer un autre free agent, elle doit d'abord renoncer aux bird rights de ses joueurs. Exemple à Philadelphie encore une fois. Si tu ne gardes que les salaires des joueurs actifs pour l'an prochain, il reste aux Sixers 53 millions à dépenser sous le salary cap. Avec ta vision des choses, il pourrait proposer le max à Kawhi Leonard par exemple, puis proposer le max à Tobias Harris et Jimmy Butler en utilisant leur full bird rights. Mais avoue, ce serait abusé. Et pour éviter ce genre d'abus, on a le cap hold. Si les Sixers ne font pas de croix sur les bird rights de leurs joueurs actuellement présents comme Butler, Harris ou même Redick, ils seront déjà au-dessus du salary cap. Impossible donc d'imaginer quelque chose comme tu le dis. Ouais, quand j'y réfléchis, heureusement finalement. D'autres exceptions du même genre? Ouais, il y en a tout un tas et la prochaine que je vais évoquer, c'est la Designated Player Exception. Tout à l'heure, je t'expliquais un truc sur les contrats max, je remets la diapo. Un joueur de moins de 6 ans d'expérience ne pourra pas signer à plus de 25% du salary cap. Un joueur qui a entre 7 et 9 ans d'expérience ne pourra pas signer à plus de 30% du salary cap. Et un joueur qui a plus de 10 ans d'expérience ne pourra pas signer à plus de 35% du salary cap. Et bien désormais, chaque équipe peut désigner un maximum de 2 joueurs qui gagneront encore plus, mais forcément il y a des conditions. Alors pour faire partie des désignés, déjà il faut être absolument arrivé dans l'équipe concernée lors de son contrat rookie. Après, il faut aussi avoir été élu dans une All-NBA team la saison précédente ou les 2 d'avant. Ça marche aussi si t'as été élu Defensive Player of the Year la saison précédente ou les 2 d'avant. Et enfin, ça marche également si t'as été élu MVP lors d'une des 3 saisons précédentes. Ok, finalement ça concerne peu de joueurs donc, mais ça apporte quoi? Un fameux contrat Supermax? Voilà, car quand tu réponds à ces critères, tu peux prétendre directement au palier supérieur. C'est comme ça que Stephen Curry a signé un contrat de 201,15 millions sur 5 ans qui représentait 35% du cap la première année alors qu'il n'avait que 8 ans d'expérience. Notons pour finir qu'un joueur qui paraphe ce type de contrat ne pourra pas être transféré dans l'année qui suit la signature. Ok, je pige, ça aussi, c'est encore un bon moyen pour les équipes de convaincre leurs stars de rester. Allez, s'il y en a plein, passons à la suite des exceptions. Les autres vont être plus simples à expliquer. Chaque année, t'as droit à ce qu'on appelle une mid-level exception. Elle correspond à un pourcentage du cap et peut prendre 3 formes selon ta situation financière. Mais pour comprendre ça, parlons tout d'abord de ce que les Américains appellent la limite apron. Elle correspond au seuil de la luxury tax plus 6 millions, soit 138 millions de dollars cet été. Les équipes au-dessus du cap, dont la masse salariale se situe en dessous de la limite apron, ont ce qu'on appelle la non-taxpayer mid-level exception. C'est la meilleure. Elle permettra de proposer des contrats allant jusqu'à 4 ans et son montant correspondra à 9,25 millions de dollars. Deuxième cas, si une équipe est au-dessus de la limite apron, elle aura quand même une exception. On l'appelle la taxpayer mid-level exception. Son montant est plus faible et il sera de 5,71 millions cet été. Avec cette exception, notons qu'il est impossible de proposer des contrats de plus de 3 ans. Et troisième cas, la room mid-level exception qui concerne de son côté les équipes qui sont en dessous du cap en début de free agency. Si en signant du monde elles dépassent le salary cap, ces équipes auront tout de même cette exception qui correspondra à 4,76 millions de dollars l'an prochain. C'est la moins élevée de toutes, mais elle est attribuée aux équipes qui en ont le moins besoin dans la mesure où elles avaient suffisamment de cap space pour signer des joueurs librement. Dans le cas de la room mid-level exception, il ne sera pas possible de proposer des contrats de plus de 2 ans. Notons que dans tous les cas, cette exception est divisible et permet de signer un ou plusieurs contrats. S'il s'agit de contrats de plusieurs années, l'augmentation est classique avec un maximum de 5% par an. Ok, en gros, tout le monde a droit à un bonus et forcément, c'est quand t'es au-dessus du cap que t'en as le plus besoin. Voilà pourquoi le montant de cette exception est plus élevé pour les équipes qui sont dans ce cas. Par contre, attention à ne pas trop dépenser non plus, car si j'ai bien compris, quand t'es au-dessus de la limite apron, le montant de cette exception diminue, c'est ça? Je crois que c'est très bien résumé. Bravo! Ça nous permet d'enchaîner sur la Rookie Exception qui est très facile à comprendre. Elle permet à n'importe quelle équipe, quelle que soit sa situation financière, de signer ses rookies du premier tour pour un montant fixé entre 80 et 120% de l'échelle qu'on évoquait tout à l'heure. Ok, c'est simple et ça paraît logique, ça te permet de signer tes rookies du premier tour. Et ceux du deuxième tour, tu peux les signer si t'es au-dessus du cap? Bonne question, ça me permet d'enchaîner sur la Minimum Exception. Quelle que soit ta situation financière, tu peux proposer autant de contrats minimum que tu veux. Tu te rappelles, j'avais montré l'échelle des contrats minimum. Plus un joueur est ancien dans la ligue et plus tu le paieras cher, alors les rookies que tu drafteras au second tour, qui n'ont aucune expérience, ne coûteront presque rien à l'échelle du salary cap, à condition de les signer au minimum bien sûr. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Quelle que soit ta situation, que tu sois en dessous ou au-dessus du salary cap, tu peux proposer autant de contrats minimum que tu le souhaites à des rookies du second tour ou à des vétérans de plus de 10 ans pour des contrats allant jusqu'à une durée max de 2 ans. J'aime quand c'est simple comme ça. T'en as encore beaucoup des exceptions? J'ai détaillé les plus fréquemment utilisés, mais je vais aborder les autres, il y en a tellement. Alors place maintenant à la biannual exception qui, comme son nom l'indique, ne peut être utilisée
réutilisée que tous les 2 ans. Elle est offerte à toutes les équipes qui sont en dessous de la limite Apron et elle permet d'offrir des contrats d'une durée max de 2 ans avec une augmentation de 5% entre les 2 années. Comme la Mid-Level Exception, elle peut être divisée pour signer plusieurs joueurs, mais honnêtement ça sert pas à grand chose. Son montant de 3,62 millions pour cet été n'est pas très élevé à l'échelle de la NBA et pour moi vaut mieux tout dépenser sur un joueur sinon ça sert à rien. Bref, le truc à retenir surtout concernant cette exception, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée pendant 2 années consécutives. En même temps, c'est pas trop dur de se mémoriser ça parce que le nom de Biannual Exception est déjà très parlant. J'ai capté, ça ressemble pas mal à la Mid-Level Exception quand même, sauf que son montant est plus faible et qu'on peut l'utiliser qu'une fois tous les 2 ans. Passe à la suite. J'enchaîne avec la Trade Exception. Quand lors d'un transfert, une équipe envoie moins de salaire qu'elle n'en reçoit, elle reçoit une enveloppe en échange qui est grosso modo équivalente à la différence. Ce montant compte dans le salary cap et peut être utilisé lors d'un trade dans une durée maximum d'1 an. Il peut permettre par exemple d'échanger un joueur contre un futur tour de draft qui ne représente aucun salaire, plus cette Trade Exception. Mais c'est pas les exceptions les plus importantes non plus, et on continue sur les Disabled Player Exceptions. Si un joueur est blessé et doit être absent jusqu'à la fin de la saison, l'équipe qui détient le joueur reçoit une exception en compensation. Pour ça, faut quand même que le docteur assermenté par la ligue valide le diagnostic. Si c'est le cas, le montant de cette exception peut aller jusqu'à 50% du salaire du joueur blessé, mais ne peut en aucun cas dépasser le montant de la Non-Taxpayer Mid-Level Exception, soit, comme on le disait, 9,25 millions de dollars pour la saison qui arrive. Et pour finir, la Reinstatement Exception. Ça aussi, ça va aller très vite. Si un joueur est banni pour une durée déterminée par la ligue à cause du programme anti-drogue, il peut retrouver, s'il revient dans la même équipe, le même salaire qu'avant sa suspension. Ok, c'est vrai qu'il y en a un paquet, c'est fini pour les exceptions? Ouais, je sens que j'en ai mis plein la tête à tout le monde avec toutes ces possibilités. Mais le truc à retenir en gros, c'est qu'il y a plein de moyens de dépasser le salary cap, notamment quand il s'agit de signer ses rookies ou de prolonger ses propres joueurs. Alors place maintenant à la dernière partie de mon tuto qui sera beaucoup plus simple à encaisser. Le déroulement de la Free Agency. Déjà, ce qu'il faut savoir cette année, c'est que l'ouverture de la Free Agency sera avancée par rapport à d'habitude. Jusque-là, les dirigeants avaient le droit de contacter les joueurs à partir du 1er juillet à minuit heure de New York. Cette année, pour la première fois, ce sera le 30 juin à 18h. Ça évitera à certains de passer de longues nuits blanches, j'imagine. Bon, une fois que le marché est ouvert, on a un moment qu'on appelle le moratorium. C'est la période pendant laquelle la NBA vérifie un peu les comptes de chaque franchise et fixe définitivement le montant du salary cap. Ce moratorium se termine désormais le 6 juillet à minuit. Ok, donc en vrai, c'est à ce moment-là que la Free Agency commence. Bah quand même, il pourra y avoir des discussions pendant cette période et même des accords verbaux de trouver. Mais effectivement, avant le 6 juillet minuit, il sera impossible d'officialiser la signature de pas mal de contrats. Seuls des contrats minimum, des contrats rookies ou des two-way contracts peuvent être agréés pendant le moratorium. Pour le reste, on se contentera d'engagements oraux qui ne feront pas office de signature officielle. Et ça nous a valu quelques belles histoires parfois. La plus connue concerne DeAndre Jordan en 2015. En tout début de Free Agency, il avait donné son accord de principe à Dallas, mais pendant le moratorium, ses coéquipiers des Clippers l'ont harcelé pour qu'il reste à Los Angeles. Ça a fonctionné, et je peux te dire qu'il y a certains qui l'ont mal pris, même si DeAndre Jordan arrivera à Dallas quelques années plus tard. La morale de cette histoire, en tout cas, c'est que toute annonce faite entre le 1er et le 6 juillet est à prendre avec des pincettes. Mais notons quand même que dans 99% des cas, les joueurs tiennent quand même leurs engagements. Je vois d'autres trucs à savoir comme ça pour la Free Agency? Oui, plusieurs. Par exemple, un joueur, s'il est signé, à moins qu'il soit un rookie ou un two-way contract, devient intransférable jusqu'au 15 décembre ou pendant 3 mois après son transfert selon la date la plus tardive. Bon, sauf en cas de sign and trade où l'équipe de base a 48 heures pour transférer son joueur, on évoquera ça après. Autre truc important ensuite, la Over 38 Rule. Il est impossible de proposer des contrats d'une durée de plus de 3 ans à un joueur qui aura 38 ans au cours de son engagement. Ça, c'est pour éviter qu'un joueur proche de la fin signe un contrat hyper longue durée et prenne sa retraite alors qu'il lui reste encore 4 ans à tirer par exemple. Et pour finir avec ces petites règles, j'aimerais aborder le shortfall. C'est une loi obligeant les équipes à dépenser au moins 90% de la somme fixée par le salary cap. Si une team dépense moins, elle se doit de distribuer la marge restante à tous ses joueurs de l'effectif. Et c'est normal, ça permet que les proprios dépensent vraiment l'argent qui est destiné aux joueurs. Bon, ça fait pas mal d'infos tout ça, mais je crois que ça y est, pour moi tout est clair ou à peu près. Sauf un truc peut-être, t'as parlé de sign and trade, c'est quoi ça? Ah oui, j'avais dit que je l'aborderais. C'est un stratagème rarement utilisé mais qui peut être très pratique. Exemple, je suis manager, un free agent m'intéresse et lui aussi veut venir. Sauf que problème, j'ai pas de place sous le salary cap et pour lui, hors de question de faire des sacrifices financiers. La situation semble bloquée et pourtant, il y a moyen de faire un truc. Alors pour expliquer ça, revenons en 2017 avec l'exemple d'Danilo Gallinari. Free agent, il voulait aller aux Clippers et les Clippers voulaient de lui. Sauf que c'est pas si simple et l'équipe n'avait pas assez de place sous le cap pour le signer au montant souhaité par le joueur. Alors tout le monde s'est creusé la tête et il y a eu un accord de trouver. Donc voilà ce que ça donne un sign and trade. Gallinari signe un contrat de 65 millions sur 3 ans avec la Nuggets et sous 48 heures, il est transféré vers les Clippers contre des assets. Atlanta est même impliqué dans le deal pour rendre le transfert possible. Toute
toute cette gymnastique rend finalement les choses légales et ça permet de rendre tout le monde content, parce que si on résume, les Clippers récupèrent Gallinari, Gallinari va où il veut et empoche le salaire souhaité, les Nuggets, plutôt que de devoir laisser partir leurs joueurs contre rien, récupèrent des assets. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est vraiment un système win-win, pourquoi c'est pas utilisé plus souvent? Bah déjà c'est complexe, il faut faire en sorte que le transfert soit légal pour effectuer ce genre de move et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. C'est parfois pas simple et ça demande une méga gymnastique cérébrale. Mais faire fumer le cerveau, ça leur fait pas peur généralement au GM, alors je verrai deux autres raisons principales. La première est simple, tous les ans des équipes ont du cap. Elles peuvent proposer de gros contrats sans se débarrasser d'assets et c'est bien souvent ce qui se passe. Pourquoi passer par un sign and trade quand on peut récupérer un joueur sans rien donner en échange? Et ensuite, la deuxième raison, il faut savoir que si après un sign and trade une équipe dépasse la limite apron, celui-ci est annulé par la ligue. Le truc c'est que comme on l'a dit, les équipes qui vont chercher à faire des sign and trades sont bien souvent celles qui sont au-dessus du salary cap. Alors cette limite apron représente un paramètre important et c'est parfois difficile de réaliser un sign and trade sans faire exploser les finances. Surtout avec le trade kicker. Je croyais que c'était fini les expressions compliquées, c'est quoi le trade kicker? Désolé, c'est la dernière. Le trade kicker, c'est un bonus présent dans le contrat de certains joueurs. La première fois qu'ils sont transférés pendant leur engagement, ils peuvent se voir attribuer une augmentation de salaire allant jusqu'à 15%. Et c'est la franchise qui se débarrasse du joueur qui doit payer cette somme. Par contre, le truc, c'est que cette somme, elle comptera dans la masse salariale de l'équipe qui reçoit le joueur. Et ça fait encore flamber tes chiffres. Bon, par contre, faut pas abuser non plus, parce que même avec un trade kicker, ton salaire ne pourra en aucun cas dépasser le supermax. Voici la liste des joueurs possédant un trade kicker cet été, il y en a pas non plus des masses. Notons aussi que Stephen Curry, Paul George, Gordon Hayward, LeBron James et Russell Westbrook ont tous les 5 un trade kicker, mais qu'il ne leur sert à rien ou presque, car ils toucheront déjà le maximum de leur tranche ou pas loin. En tout cas, avec cette clause, faire venir un joueur qui a un trade kicker peut s'avérer bien plus coûteux que prévu en termes de masse salariale. Bon, après, un joueur a tout à fait le droit de faire une croix sur son trade kicker afin d'arranger l'équipe qui l'accueille ou de faire en sorte que le transfert puisse se réaliser. C'est ce qu'avait fait Kyrie Irving d'ailleurs pour aller à Boston. Mais après, en aucun cas on ne peut l'y forcer, cet argent lui est dû. Et là pourtant je peux te dire que les Lakers espèrent très fort qu'Anthony Davis fera une croix sur son trade kicker qui représente 4 millions de dollars. Sans ça, ils n'auront probablement pas suffisamment d'espace pour attirer un nouveau gros poisson au max. À Eddie de voir maintenant s'il préfère les dollars ou la qualité de ses coéquipiers. Je crois que je comprends bien mieux, mais il va me falloir un moment pour digérer tout ça. Ouais, fais-toi un shoot de paracétamol et prends le temps de regarder la vidéo attentivement quand elle sortira. Le truc en fait, c'est que les choses sont pas si compliquées, mais il y a énormément de clauses et d'exceptions. Pour faire simple, en NBA, il y a des règles très précises sur les contrats et un plafond salarial souple. On dit qu'il est souple parce que tu peux le dépasser sous certaines conditions. Mais si tu le dépasses trop, t'es sanctionné. En retenant ça, je pense que tu comprends déjà les grands principes de la free agency. Pour le reste, il suffit d'étudier les situations au cas par cas, comme je viens de le faire longuement dans ce tutoriel. Voilà pour ce qui est de la free agency, voilà pour ce qui est de ce deuxième tuto. Je sais, ça fait plein d'infos, alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez tout compris et dites-moi si c'est une mauvaise idée d'aborder des choses si complexes dans mes vidéos. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vulgariser un maximum les choses et à les expliquer simplement. Puis au final, si vous avez déjà appris 2 ou 3 trucs, je suis déjà content. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en com. Je ferai de mon mieux pour y répondre de la façon la plus précise possible. Mais bref, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis, c'est un concours avec Slam Deck que je vous propose aujourd'hui. Depuis gamin, je suis un fan de cartes NBA, j'en ai des milliers et des milliers, si ça vous intéresse, un jour je vous en parlerai dans une vidéo hors série. Il suffira de me le dire en com, mais vu qu'il y a beaucoup de vieilles cartes, je suis pas certain que ça plaise à grand monde. Les Slam Deck, eux, ils font des cartes récentes et ils viennent de sortir leur première série sur le basket français. Honnêtement, j'aime bien leur principe, ils proposent 3 decks que vous pourrez retrouver sur leur site. Un sur la Jeep Elite et 2 sur l'équipe de France et ses légendes. Je mettrai le lien de leur boutique en description. Ce qui est cool en tout cas avec eux, c'est qu'en achetant les 3 decks, on est persuadé d'avoir toute la collection sans avoir aucun double. Et quand on est collectionneur, on la connaît cette importance. Fini toute la place que prennent les doubles et l'argent jeté par les fenêtres. Et puis que demande le peuple? Pour améliorer encore l'expérience utilisateur, Slam Deck a même créé un jeu à partir des cartes et une application en réalité augmentée. Bref, très gentiment, ils m'ont fait parvenir leur premier deck, qui concerne la Jeep Elite, et ils le font gagner à 2 abonnés aujourd'hui. Et on va ouvrir ce deck ensemble. Alors quand on regarde la boîte, déjà, on voit que ça concerne 6 équipes de Jeep Elite. Il y a Limoges, Strasbourg, Nancy, Gravelines, Nanterre et Cholet. Dans ce deck-là, il y a 72 cartes, et ça correspond à toutes les cartes qui concernent la Jeep Elite. Et si on regarde le packaging, franchement, moi je trouve ça joli. Je suis sensible au graphisme, et je trouve ça franchement pas mal. C'est peut-être un peu bizarre, mais j'adore sentir l'odeur des cartes neuves dans les paquets. Alors j'ouvre ça tranquillement, et je vous ferai un aperçu des meilleures cartes. A few moments later. Bon, me revoilà après avoir tout ouvert et franchement j'ai kiffé. Je vous disais que j'étais sensible au graphisme et ces cartes sont vraiment belles. Je vous montre un joueur par équipe de Jeep Elite concernée. Là il y a John Cox de Nancy, là il y a Lau Konaté de Nanterre. Vous pourrez aussi retrouver London Perrantes de Cholet qui a notamment joué à Cleveland, Alain Kofi, le célèbre international français de Gravelines, Ali Traoré qu'on ne présente plus, et le petit Sekou Doumbouya qui vient d'être drafté. Il y a aussi des cartes bonus qui sont spécifiques au jeu que vous pourrez faire avec ces cartes. Là par exemple la carte Salary Cap, j'espère que vous maîtrisez maintenant. Et en plus du design, ce que j'aimerais préciser c'est que la
qualité de ces cartes est cool. Tout est travaillé et les détails nécessaires sont tous présents. Il y a les stats et les caractéristiques de chaque joueur, mais aussi un petit commentaire pour tout le monde. Bon, vous allez dire que je suis pas objectif vu que j'adore les cartes, mais pour moi c'est un must-have pour tout fan de basket français ou pour toute personne qui veut le découvrir de façon ludique. Félicitations aux créateurs, il y a franchement du taf. Bon, t'arrêtes de t'extasier et tu passes au concours là? Oui, j'arrive, t'es vraiment trop rabat-joie toi. Alors, comme je le disais, Slam Deck offre aujourd'hui son deck Jeep Elite à 2 abonnés. Vous avez l'habitude, il va falloir d'abord répondre à une question. À quelle place a été choisi Sekou Doumbouya le soir de la draft 2019? Vous avez la réponse? Mettez-la en commentaire. Moi, pendant ce temps, je prépare le tirage au sort pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon. Abonnez-vous à la chaîne 6ème Homme. Et activez la cloche pour recevoir les notifications. Ouais, à ce propos d'ailleurs, j'ai appris que certains d'entre vous n'étaient plus notifiés ou n'avaient plus mes vidéos dans leur flux abonnement. Franchement, ça craint, je suis deg. Alors j'ai écrit à YouTube qui est censé regarder ça. Ce serait vraiment cool que vous me teniez au courant s'il vous plaît pour me dire si le problème persiste ou si ça a été réglé. Bref, pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info, vous pourrez notamment y trouver un défi très cool sur l'histoire de la draft. Perso, moi j'ai kiffé le faire, j'ai réussi à aller jusqu'au bout et je suis pressé de connaître vos scores. Après, pour ceux qui le savent pas encore, pour venir chiller et débattre avec la communauté, c'est sur Discord que ça se passe. Bon, j'avoue, j'ai pas eu le temps d'y aller autant que je voulais ces derniers jours, même si j'ai fait quelques petits coucous. Mais cette vidéo était tellement fat à préparer que j'étais clairement sous l'eau cette semaine. Et puis même de loin, je vois que la communauté est très active et franchement, ça fait très plaisir. Rejoignez-nous. Et puis pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu si vous avez apprécié ce tuto et que vous aimeriez que j'en fasse d'autres. A très vite, peut-être OK 54 si j'en croise certains d'entre vous.